Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier gameplay sur Pro Cycling Manager 2017. Donc je vais vous présenter une carrière manager qui sera avec une équipe World Tour. Donc cette carrière commencera pour la saison 2018 et on en fera sûrement plusieurs saisons. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo, si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire, un j'aime et partager la vidéo. Et puis c'est parti, on commence cette vidéo. Donc on prend la DB World DB 2018. Voilà. J'ai hésité entre plusieurs équipes, notamment la Bahrain Merida de Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo, Sonny Colbrelli. Également la Dimension Data de Mark Cavendish, Edvald Boasson-Hagen, Stephen Cummings et Luis Mentis. Et j'ai également hésité avec la formation Lotto NL Jumbo de Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen et Primoz Roglic. Finalement, je me suis décidé à prendre la Lotto Jumbo. Donc, on va partir cette saison avec la Lotto Jumbo, l'équipe néerlandaise qui en plus possède une équipe de développement. Donc, c'est parti pour cette carrière manager. Donc, on va pouvoir regarder l'effectif de cette équipe par moyenne. Donc, on peut voir que le meilleur coureur de notre équipe n'est autre que le néo-trentenaire Steven Kruijswijk, celui qui avait fait 4e du Giro 2016 et qui aurait pu gagner, est le meilleur coureur de notre équipe. Donc, lui, il sera axé sur les grands tours. Et on a également le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées cette année, Dylan Groenewegen. Également le vainqueur de l'étape qui arrivait à Serre Chevalier cette année sur le Tour, Primoz Roglic. Également George Bennett qui aurait pu faire un beau top 10 sur le Tour de France cette année. Vous voyez la totalité de l'effectif cette année. On peut voir que il y a beaucoup de diversité dans cette équipe, car cette équipe possède un Norvégien en la présence d'Amund Jensen, un Australien, un Néo-Zélandais avec la présence de George Bennett, un Slovène avec la présence de Primoz Roglic, un Espagnol avec la présence de Juan José Lobato, puis les Allemands, ils sont deux dans cette équipe avec Robert Wagner et Paul Martens, et on a également un Américain, Nelson Powless, ancien coureur de la Axion, et avec tout ça, on peut voir un Italien, Enrico Battaglin, et 3 Belges, Martin Wijnants, Gils Van Hoke et Floris de Tier. Et avec ça, on a une belle armada de Néerlandais. C'est normal, nous sommes dans une équipe néerlandaise. Donc on va regarder les différents contrats qui ont des contrats jusqu'à quand pour notre équipe. Donc Adrian Janssen et Pascal Encourn ont un contrat jusqu'en 2020. Et les coureurs qui on va devoir renouveler le contrat à la fin de l'année sont Robert Wagner, Paul Martens, Bram Tankink, Steven Kruijswijk, Steph Clement et Floris de Tier. Donc ces coureurs-là, en fonction de leur performance cette année, on va voir si on va les re-signer à la fin de l'année. On verra bien ce que ça va donner. Au niveau des entraîneurs, on va regarder ça juste après. On va pouvoir regarder les objectifs des coureurs cette saison. Donc pour Jos Van Endem, je pense l'accès sur le Tour du Pays Basque, car il y a un chrono à la fin et on pourrait potentiellement le gagner avec Jos Van Endem, et puis ce sera un équipier modèle. Il ira également sur son championnat national avec l'objectif d'y briller, et les championnats du monde du chrono en fin de saison pour le coureur néerlandais. Quoique je vais même peut-être le mettre sur le Tour de France, écoutez, en tant qu'équipier. Il pourra également tirer son épingle du jeu sur certains chronos, car il est très très fort. Ensuite, Steven Kruijswijk. Donc lui, sa saison sera concentrée sur le Tour de Catalogne en première partie de saison. Puis sur la deuxième partie de la saison, elle sera concentrée sur le Tour d'Italie. Puis la fin de la saison sur la Vuelta, où il sera leader dans ces trois objectifs. Ensuite, George Bennett ira sur le Tour de France pendant l'été.
Il ira sur Paris-Nice, bien sûr, pour préparer le Tour de France, hein, comme s'il sera habitué aux courses françaises. Puis il terminera par un rôle d'équipier à la Vuelta aux côtés de Steven Kruijswijk. Ensuite, on passe à Dylan Groenewegen qui sera bien sûr notre sprinter sur le prochain Tour de France. Comme premier objectif en première partie de saison, il va avoir le Milan-San Remo, hein, la Primavera, qu'il va tenter de gagner pour succéder à Michał Kwiatkowski. Et en fin de saison, il aura les championnats du monde sur route je ne sais pas où il se déroule, mais il va tenter de pouvoir tirer son épingle du jeu. Ensuite, on va voir Primož Roglič qui lui va axer sa saison sur le Tour de Romandie, où il va tenter d'y briller, puis le Giro, puis le Tour de France, où je pense le mettre, pourquoi pas pour un maillot à poids, mettre en électron libre, et sur les championnats du monde du chrono, avec lesquels on va tenter de les gagner. Je ne sais pas si on prendra encore la Slovénie, ça je ne sais pas. Et puis pour les équipiers, on verra bien, je pense qu'ils savent qui aider. Ensuite, on va passer au programme des courses qu'on va faire pendant la première partie de saison, qui ira du 1er janvier au 31 mars. Donc, je pense que nous allons faire 2 des 4 courses espagnoles de début de saison. Donc, le Trofeo Porreres, nous allons le faire. Et nous allons également faire le Trofeo Sella de Tramuntana. Comme ça, une course vallonnée et une course de sprint pour pouvoir satisfaire tous les types de coureurs. Nous participerons au Tour Down Under, partie de saison, et à la Cadel Evans également. Ensuite, nous allons prendre part au Tour de Communauté de Valence, puis nous irons sur le Grand Prix Estrucci en Italie, puis nous enchaînerons sur le Trophée Laiguela, avec la Classica de Almeria également, que nous allons faire le même jour. Puis, cette année, nous ne ferons pas le Tour de Man, nous le ferons sûrement l'année d'après. Mais par contre, nous allons aller sur le Tour d'Andalousie et le Tour d'Algarve, sans passer par contre par les courses françaises que sont le Tour cycliste international du Haut-Var et le Tour cycliste international de Provence. Ensuite, on ira sur l'Abu Dhabi Tour, car c'est quand même une course très importante, car c'est une course World Tour B, mais c'est quand même vachement important. Puis ensuite, nous allons commencer notre saison de classique pavé avec l'Aumlauf et Nieuwsblad, d'ailleurs, qui est un objectif pour l'équipe. Puis, nous n'allons pas aller par contre sur la Royal Bernardrum classique, mais nous enchaînerons pour les courses pavées sur la Kuurne Bruxelles-Kuurne, puis le Samin, puis la Dwarsdoor West Vlaanderen Museum classique, la Strade Bianche qui est une course que j'adore, je vais tenter de la gagner, je ne sais pas encore avec qui. Puis nous enchaînerons sur Paris-Nice et Tirreno Adriatico, bien sûr les 2 premiers grands rendez-vous de cette saison cycliste. Puis ensuite, nous irons, pour nous préparer vraiment au classique pavé, on va choisir 2 de ces 3 courses. Donc on ira en faire une aux Pays-Bas qui est toute plate, qui est la Ronde van Drenthe, puis nous irons sur la Hanzam classique par la suite. Mais nous allons zapper la Danilis Nokere Quers. Ensuite, nous prendrons part à la Primavera, bien sûr, avec comme objectif de le gagner avec Dylan Groenewegen. Nous ferons l'impasse sur Cholet Pays de Loire, mais ensuite nous nous rendrons au Tour de Catalogne, puis on fera la Dwarsdoor Vlaanderen. Par contre, on ne participera pas à la Settimana International Coppi et Bartali. Ensuite, bien sûr, on va prendre part au record Banque E3 Harold Belk, bien sûr la première des 4 grosses classiques pavées de la saison. Nous n'irons pas par contre sur le Tour de Taïwan, mais prendrons part bien sûr au Ganvevelgem. Pour se préparer au Tour des Flandres, nous irons sur le Drie des Gaz d'Epan Košík, donc voilà, et une course de 4 étapes bien sûr, et nous finissons cette première partie de saison avec la Route Adélie de Vitré. Voilà, en France. Donc je pense qu'on a un bon petit programme cette saison et j'espère qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu. Ensuite, on va voir ce qu'on peut faire avec le staff qui est mis à notre disposition. Donc nous pouvons voir que nous avons 2 entraîneurs, un traditionnel et un moderne. C'est pourquoi, pour satisfaire tous les types de coureurs, je vais également prendre, si possible, un néerlandais avec une renommée si possible mythique, avec un style d'entraînement à la pointe. Donc nous allons voir si on peut trouver ça. Ça a l'air d'être difficile, donc c'est pas grave, on va prendre une autre nationalité.
pourquoi pas prendre quelqu'un qui se rapproche des Néerlandais? Non, c'est difficile de trouver ça. Donc c'est pas grave, on va apprendre le français Franck Pinault pour avoir tous les types de coureurs qui soient satisfaits. Puis au niveau des éclaireurs, on va voir quel est le type d'éclaireur que nous avons. Donc c'est un spécialiste des punchers. Donc nous étions ici, donc un spécialiste puncher en meeting. Donc nous allons également prendre un spécialiste des classiques du Nord, si possible un italien ou un français des classiques. Voilà, on va prendre Clément Pinget pour les classiques du Nord et nous allons également prendre un sprinter. Voilà. Est-ce que nous allons pouvoir trouver ça? Un sprinter, par exemple, un sprinter italien, ils sont renommés les Italiens pour les sprints. Donc Claudio Golinelli va venir dans notre équipe. Puis au niveau des médecins, nous en avons un. Je préfère en avoir deux au cas où on a 2 ou 3 courses à la fois. Comme ça, on peut mettre au moins deux médecins différents. Y a-t-il un néerlandais? On va voir si on peut trouver ça. Apparemment, il n'y en a pas, donc nous allons prendre un Norvégien, Otin Sand. Comme ça montre la diversité de notre équipe, car elle est composée pas seulement de Néerlandais, même au niveau des staffs, mais également de Français, d'Italiens et de Norvégiens. Donc ensuite, on va passer au stade. Donc je vais faire un stage de pré-saison au volcan Teide, en Espagne. Donc, on va faire un stage de 10 jours. Donc le maximum, qui débutera le 2 janvier. On va mettre tout le monde sauf George Bennett, car il a son championnat national du contre-la-montre et son championnat national sur route. Voilà, donc on est parti pour ce stage de pré-saison. Voilà. Ensuite, au niveau du matériel, donc on dispose d'un cadre Colnago et de roues Mavic. Donc les roues Mavic, nous ne disposons pas de la recherche de développement pour cette marque, mais par contre nous pouvons améliorer les modèles que nous voulons pour le cadre. Donc on va bien sûr commencer par le modèle du grimpeur avec des modifications mineures pour le modèle Colnago C59. Donc on démarre la recherche tout de suite. Ensuite, pour la formation des jeunes, donc voilà notre équipe de développement au niveau du potentiel. Voilà, donc nous allons pouvoir regarder qui nous allons mettre dans notre liste à regarder. Donc Niels Sinchek, ça a l'air d'être un potentiel très bon puncher plus tard. Il a seulement 19 ans, donc je vais le mettre dans ma liste. Il sera accompagné par un spécialiste du contre-la-montre qui se nomme Nick Van Elvoort, qui a l'air également très bon. Puis ce coureur, non, il n'a pas l'air pour l'instant exceptionnel. Il sera également accompagné de un autre puncher qui s'appelle Willem Bock, encore un néerlandais, bien sûr, comme notre centre de formation est néerlandais, nous essayons de prendre un maximum de néerlandais à l'échelle nationale. Voilà un autre potentiel futur très grand qui se nomme Brian Baumans, que nous allons également mettre dans notre liste. Avec lui, il y aura également Ronnie Crown, Roddy Crown, un grimpeur néerlandais, bien sûr, de 20 ans, qui a un bon potentiel qui va de 3 à 6, sachant que le maximum est 8. Ensuite, nous allons également pouvoir trouver un puncher qui se nomme Jaap Koujimans. Même s'il a 24 ans, il peut vite augmenter car il a un potentiel qui va de 3 à 5. Donc on va voir comment il peut augmenter tout au long de cette saison et en fonction de ça, on verra si on le recrute à la fin de la saison. Ensuite, on a une très jeune pépite qui a l'air très prometteuse qui s'appelle David Ducker, un grimpeur qui a déjà 66 en montagne et 64 en vallon avec de belles caractéristiques, dans les caractéristiques très importantes comme l'endurance, la résistance et la récupération. Pour son âge, c'est assez exceptionnel, sachant qu'il a un potentiel entre 2 et 5. Je pense que nous pouvons le mettre dans notre liste. Ensuite, on va pouvoir prendre, s'il y a quelqu'un d'autre d'intéressant, vous voyez que lui est très bon, un 64 de vallon à 19 ans, mais je ne vais pas le prendre car ses caractéristiques très importantes que sont l'endurance, la résistance, la récupération ne sont pas assez complémentaires. Donc je vais voir s'il a progressé à la fin de la saison, mais je ne pense pas le prendre. Ensuite, voilà, donc il n'y a plus aucun coureur qui est vraiment très intéressant dans cette équipe. Si Ruben Van Drongen, on va également le mettre dans notre liste car c'est un très bon sprinter qui a seulement 19 ans. Donc on va voir comment il va évoluer pendant l'année et en fonction de ça, on verra si on le prend. Donc 15 coureurs, ça me semble très bien. On reste à l'échelle du pays dans cette équipe de développement qui se nomme la WL De Jong Reiner.
Donc voilà, on va également regarder la pré-saison en fonction de leurs objectifs. Donc Timo Rosen, sachant qu'il doit aller au Tour de Catalogne, qui est son premier objectif, il n'a pas besoin de faire une grosse pré-saison, donc on va le mettre en normal. Quant à Jos van Endem, sa préparation est encore plus lente, comme son premier objectif est le Tour du Pays Basque, qui est après le Tour de Catalogne. Mettre une préparation basse. Puis Dan Oliver, qui veut apparemment faire un gros début de saison. Son premier objectif est le Tour du Pays Basque. S'il a envie de faire un gros début de saison, on va quand même le mettre en élevé, mais on va pas le mettre en très élevé. Je n'ai pas envie de les griller. Par contre, Paul Martens a envie d'être très en forme dès le début de saison, donc on va directement le mettre en très élevé. Antoine Toulouk, ensuite, à son tour, le néerlandais veut être en forme pour le Tour de Romandie. Il a le temps, on va pouvoir le mettre pour une pré-saison basse. Et Twan Castellins, ce coureur néerlandais, qui veut participer au Tour de Catalogne, on va le mettre dans un état normal. Quant à Andrian Janssen, s'il veut m'impressionner, il va falloir qu'il fasse un gros début de saison, donc je veux même le mettre en très élevé. Tout comme Tim Laser, s'il a envie que je le garde à la fin de la saison, je veux qu'il fasse un gros début de saison. Voilà. Robert Wagner, c'est un coéquipier, j'ai envie qu'il soit performant tout au long de la saison, donc je préfère le mettre en normal, malgré que son premier objectif soit le Milan-San Remo. Ensuite, Guy Van Hoeke veut faire un début de saison élevé, donc je vais voir si j'ai envie. J'ai plutôt envie de le garder, mais j'ai quand même envie qu'il m'impressionne dans ce début de saison, donc je vais le laisser en mode élevé pour ce début de pré-saison. Lars Bohm, bien sûr, très complet. J'aimerais qu'il soit en forme pour les classiques pavés, donc je préfère le laisser normal. En plus, il pourrait pourquoi pas performer sur les championnats du monde en fin de saison, donc je ne préfère pas trop lui faire mal. Ensuite, Dylan Groenewegen, j'ai envie qu'il soit présent sur l'ensemble de la saison, donc je préfère qu'il fasse un début de saison normal. Ensuite, Juan José Lobato, l'expérimenté espagnol, va faire un début de saison élevé, car pourquoi pas faire de belles performances sur la première course World Tour de la saison, qui est le Tour Down Under. Ensuite, Pascal Eenkoorn, le jeune puncher néerlandais, veut faire... J'ai envie qu'il m'impressionne dans ce début de saison, donc je vais le mettre en très élevé, tout comme Koen Bouman. Tiens, belle petite surprise, de belles stats pour le jeune néerlandais. Ensuite, Enrico Battaglin, je préfère le garder, il pourrait nous faire de belles classiques ardennaises, donc on va le mettre en début de saison normale, pour pas qu'il ne se fatigue trop. Puis Bertian Lindemann va être en forme pour Milan-San Remo, donc en élevé, ça me semble plutôt pas mal. Ensuite, Martin Wijnands, l'expérimenté belge, coureur de classique pavé, a envie d'être en forme pour Paris-Nice. Je préfère le ménager vu son âge, donc on va le mettre en bas. Tout comme Bragg Tanking, qui est également aménagé. Floris de Tir, quant à lui, est jeune et a plein de choses à montrer dans ce début de saison, donc on va le mettre en élevé. Georges Bennett, qui est bien sûr l'un de mes leaders, on va le mettre en bas. Son objectif est seulement le Tour de France, même s'il a un Paris-Nice où j'espère qu'il va y briller, il a encore le temps. Steven Kruijswijk va également se mettre en bas. Quant à Amund Jensen, il va pouvoir se mettre en un début de saison élevé. Nelson Paules va faire un début de saison élevé également. Steph Clément, il faut encore le ménager avec son âge, donc on va le mettre en normal. Robert Gesink doit performer au Tour de Catalogne. J'aimerais bien qu'il me fasse un bon début de saison pour que je puisse avoir des certitudes sur son niveau, donc je vais le mettre en normal. Et Primoz Roglic, comme il doit tenir toute la saison, je préfère qu'il fasse une pré-saison basse. Ensuite, on va passer à... qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire? Eh oui, le sponsor. Donc le sponsor voudrait que cette saison, on fasse un top 10 à l'Omloopet Nieuwsblad. Vu la qualité de notre effectif, je pense qu'il est possible de faire un top 5, tout comme avec Bruxelles-Cure. La Dwarsdours, qui est une course un peu plus vallonnée, risque d'être un petit peu plus dur pour nous. C'est pourquoi le top 10 me convient très bien. Ensuite, le top 5 à l'E3 risque d'être dur. Le top 3 au Ganvelgem, très dur, mais bon, il n'y a pas trop de pavés. Donc j'espère avec Dylan Groenewegen pouvoir faire une belle performance, sachant qu'il ne se débrouille pas trop mal sur les pavés. Ensuite, la Ronde Van Vlaanderen, un top 10 serait exceptionnel. Pour l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne, je vais tenter d'accrocher des top 10. Je dis bien tenter car je n'en suis pas sûr. Le Giro d'Italia, je l'ai dit, enfin je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais je veux le gagner avec Steven Kruijswijk. Puis les championnats des Pays-Bas, on va également tenter de faire un podium. Les championnats de Belgique, top 10, ça ne me paraît pas assez bien. Je pense qu'on peut faire un top 5. Ensuite, le Tour de France, top 5 va être très difficile, mais on va quand même tenter de respecter l'objectif du sponsor. Puis les victoires d'étape au Big Bang Tour me semblent
pas trop mal. Puis par contre les victoires d'étape à la Vuelta ne me conviennent pas trop, je préfère tenter de réaliser un podium avec Steven Kruijswijk. Donc voilà pour mes objectifs cette saison. Donc par contre il va falloir qu'on renouvelle le contrat avec la Lotto Jumbo, ou pourquoi pas changer de sponsor, mais je préférais quand même rester avec cette firme, hein, tenter de faire toute la carrière avec cette firme. Donc on va voir ce qu'on va faire à la fin de l'année. Donc on peut voir également que l'effectif est heureux d'avoir Lars Boom, mais il voudrait qu'on recrute plus de coureurs connus sur le territoire de Belgique. On va tenter de satisfaire le sponsor. Il veut également plus de coureurs locaux pour les Pays-Bas, pour qu'il y ait une meilleure image, et tenter de recruter un néerlandais avec une grosse popularité, même si je pense que Dylan Groenewegen devrait réussir à faire ça s'il arrive à faire de belles performances cette année. Ensuite l'équipe nationale, on verra bien qui on aura, car le choix se fait le 30 janvier. Donc ensuite on a vu la pré-saison, donc on peut accepter, hein, voilà, valider. On a vu également la préparation du calendrier, donc c'est fait. La pré-saison c'est fait également, et nous sommes manager de la Lotto Jumbo, ça on le sait. Donc on va pouvoir commencer cette carrière. Donc voilà, on peut voir recherche et développement Gualciotti, donc ok, avec la Cannondale Rapac de Rigoberto Urán, Outer avec la Ori Cascade de Esteban Chavez, Shimano avec Movistar de Alejandro Valverde et Nairo Quintana, la Fulcrum avec Romain Bardet, Bontrager avec Bora Hansgrohe, Colnago, c'est nous qui le développons, Mavic, c'est pas nous qui le développons par contre, livraison du matériel, ça a été livré, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc, suite à vos dernières demandes d'inscription, les organisateurs des courses concernés ont rendu leur verdict. Vous serez invités sur les courses suivantes: le Tour d'Algarve, le Trophée Laiguela, la Route Adeli Vitré et le Grand Prix Costa degli Estrucci. Et c'est bon, on a été pris sur toutes les courses qu'on voulait, donc c'est très bien pour cette première partie de saison. Ensuite, le début du stage au Volcan Tate, donc c'est bon, les coureurs sont partis. La forme et le suivi des coureurs. La forme, la fatigue, le rythme, la fraîcheur, je veillerai à ça tout au long de la saison. Ensuite, avec Mavic, le développement du nouveau modèle, on va bien voir ce que ça donne. Et pour DT Swiss, ça travaille avec la Quick Step Floors de Elia Viviani, Julien Alaphilippe et Bob Jungels. Donc voilà, on va pouvoir continuer et se rendre au championnat du contre-la-montre de Nouvelle-Zélande. Donc je pense que dans cette vidéo, nous allons faire le championnat de Nouvelle-Zélande du contre-la-montre et sur route. Donc les mails que nous avons eu, nous pouvons voir qu'au championnat d'Australie, c'est Richie Porte qui s'est imposé lors du contre-la-montre devant Juan Dennis et Damien Hausen. Au Tour Down Under, malheureusement pour les équipes Continental Pro, il n'y aura pas de wildcard, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'équipe invitée. C'est dommage pour les petites équipes, surtout les petites continentales australiennes. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pendant cette vidéo, nous allons sûrement faire le championnat de Nouvelle-Zélande sur route et celui du contre-la-montre. Je vais vous montrer, je joue avec un niveau de difficulté extrême. Voilà, j'active la pause dès le début de la course. J'ai mis x2 la fréquence des chutes, car pour qu'il se passe un petit peu quand même des rebondissements. Au niveau du coefficient de prime de course, je laisse intact, voilà. Pour les effets sonores et les commentaires, j'ai mis à 50%. Ensuite, en périphérique d'affichage, je n'ai pas touché. Puis les options graphiques, j'ai tout mis quasiment à fond. Et au niveau des détails, j'ai tout mis sauf le motion blur. Et en filtrage d'image, j'ai mis au niveau pour un écran joueur. Donc voilà comment je joue. Ensuite, on est parti, voilà, pour le championnat de Nouvelle-Zélande du contre-la-montre. On est parti, comme c'est un parcours plat, je vais laisser la roue lenticulaire à l'arrière et une Cosmic CXR 80 à l'avant, voilà, avec un K0. On est très bien pour le départ. Les trois gros favoris pour cette course sont Sam Baoulet, Jack Bauer et Patrick Bevin, 2 de la Eurocascotte et 1 de la Education First. Donc on est parti pour cette course. Nous pouvons voir que George Bennett a une forme de 70 qui risque d'être très difficile pour pouvoir gagner ce chrono, et a une forme prévisionnelle de +1. Donc on va voir si on peut limiter la casse au niveau de la forme. J'espère pouvoir réaliser dans ce chrono un top 5. Ça me paraît plutôt bien, mais bon, on n'a absolument pas l'objectif de vouloir gagner
ce contre-la-montre car nous n'en avons pas pour l'instant les capacités avec George Bennett. Je dis bien pour l'instant car il pourrait potentiellement dans les années futures devenir l'un des meilleurs coureurs de course par étape dans le monde. Donc c'est pourquoi je mets ça au conditionnel. Donc on peut voir hein, toutes les équipes qui possèdent des Néo-Zélandais dans leur formation. Voilà, hein, on peut également voir que Thomas Scully, Joseph Cooper, Taylor Gunman, voilà, et ainsi de suite sont d'autres outsiders. Aujourd'hui, le parcours est plat et comporte quelques petites bosses. Je ne pense pas que la décision se fera dans les bosses vu le chrono de 34 km. Je pense qu'un solide rouleur devrait pouvoir s'imposer. Après, tout va dépendre des formes et un coureur qui est malade. Donc on est parti, on va attendre le départ de notre coureur. Donc on va voir combien il y a de coureurs qui sont au départ. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc on est 19 coureurs à faire ce contre-la-montre au niveau de la Nouvelle-Zélande. Donc on peut voir que les paysages sont assez beaux. Ça va être le départ de Thomas Scully. Ensuite, Jack Bauer, donc les favoris partent déjà. Hein. Mudway, ensuite, voilà, Sean Arbold, Gaug, ensuite Dobbs de la BMC, Schreers de la Israel Cycling Academy, Frame de la Trek Segafredo, Christie, je ne sais pas de quelle équipe honnêtement, Aaron Gate de l'Aqua Blue Sport, Ian Smith de la Wanty Group Gobert, ensuite Gunman, je ne sais pas de quelle formation, Oram de la One Pro Cycling Academy, Cooper, je ne sais pas quelle équipe, et puis ensuite c'est le départ de George Bennett avec une forme prévisionnelle de plus 1, hein, mais il perd quand même en note comme il n'est pas vraiment en forme. Je pense que ce chrono, on va partir aux alentours des 65, voilà. 65, j'ai dit. Voilà, on va mettre ce chrono en x2. Donc on va faire plusieurs fois la même montée. Je vais baisser le volume des commentaires. Voilà. Donc je ne sais pas si on est parti assez fort, hein, mais en tout cas un concurrent n'était pas très rapide. On va voir des informations au niveau du premier pointage. On peut voir que Jack Bauer est en tête. On n'a pas l'air d'être parti assez fort, donc on va se mettre à 70 avec George Bennett. On peut voir qu'il y a du vent sur ce parcours, hein, 19 km/h de vent, c'est assez rapide. On voit quand même que l'architecture néo-zélandaise n'est pas si mauvaise. C'est même plutôt pas mal, les paysages sont assez beaux. C'est agréable de voir ça. On est 15e au premier pointage, à 34 secondes pour l'instant du meilleur temps qui n'est autre que Jack Bauer, hein, le solide rouleur de l'équipe Orica Scott, qui vient à l'instant d'être dépassé par Sam Bewley. Apparemment, on ne roule vraiment pas assez vite avec George Bennett, donc on va être obligé d'accélérer. J'ai très mal géré ce chrono. C'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas vraiment comment il faut le gérer. J'espère qu'à 80 ça va suffire, mais dans les bosses, normalement, nous devrions pouvoir rattraper notre retard. On va voir au deuxième intermédiaire combien nous sommes. Donc nous sommes là à 200 mètres. Nous passons premier au deuxième intermédiaire avec 9 secondes d'avance sur Thomas Scully. Derrière nous, Patrick Bevin va réaliser le 5e temps, puis Sam Bewley, on ne sait pas trop le temps qu'il va réaliser. Il réalise le premier temps, il nous met 23 secondes dans la vue quand même. Ça fait assez mal. J'espère qu'on va pouvoir faire un gros finish histoire de pouvoir il vient de faire le meilleur chrono. Gagner ce contre-la-montre. Voilà, donc on fait une grosse dernière bosse là. On va finir assez fort avec un effort curseur à 80. Il vient d'améliorer le meilleur On temps finit provisoire. avec le premier temps intermédiaire avec 1,07 d'avance sur Thomas Scully. Que vont faire les temps de Patrick Bevin? Donc il ne reste plus que 2 coureurs à arriver, Patrick Bevin et Sam Bewley. Donc Patrick Bevin va réaliser le
5e temps à 1 minute 20 de George Bennett avec un 47-23. Très bon temps de George Bennett. Et Sam Bailey va réaliser le 2e temps à 25 secondes de moi. Et c'est la victoire de George Bennett au contre-la-montre du championnat de contre-la-montre de Nouvelle-Zélande. Fantastique, première victoire de la saison pour la formation Lotto NL Jumbo. Très bon début de saison pour George Bennett qui pourtant est parti faire une pré-saison basse, une forme de pré-saison basse, donc très bonne performance de sa part. Voilà, on peut voir que George Bennett, voilà, mis 26 secondes, le dernier finit à 4 minutes 06, tout le monde est arrivé, donc voilà. Très belle performance, on va sûrement recevoir une petite prime, voilà, 1250 € de prime, mais excellente performance. Donc on va déjà avoir un maillot de champion national dans notre équipe, mais ce sera sur le contre-la-montre, mais c'est toujours ça. Voilà, ensuite on va pouvoir faire le championnat de Nouvelle-Zélande sur route qui ira de Napier jusqu'à Napier. Voilà, avec une forme cette fois pile de 70, hein, ça a l'air d'être un parcours assez vallonné. On va tenter une attaque, donc on va se mettre je pense avec l'avant assez aérodynamique et l'arrière assez type montagne quand même pour pouvoir limiter les dégâts. Oui, on va se mettre comme ça, donc on est parti pour cette course où le favori n'est autre que John Smith, le jeune sprinter néo-zélandais de la formation ou anti-groupe Gobert. Donc voilà, on est parti pour cette course. Voilà, c'est parti. Va-t-on réussir à faire le doublé? Ce serait magnifique et ça nous ferait tout simplement un excellent début de saison. J'espère qu'on va réussir à faire cette performance. En tout cas, je pense qu'on a plus de chances de remporter cette course que de remporter le championnat de Nouvelle-Zélande du contre-la-montre. Donc, si on a réussi à le remporter, ça veut dire que les autres ne sont pas forcément très forts et donc qu'on a nos chances. Donc, on va bien voir ce qu'on va réussir à faire, mais en tout cas, je pense que nous, avec les stats de notre coureur et son niveau, je pense que nous ne devrions pas avoir trop de mal à faire une victoire. On va tenter de mettre un petit peu de piment à la course en faisant bouger la course de loin, hein, même s'il y a très peu de coureurs qui y participent. J'aimerais que la course ne soit pas trop ennuyeuse pour vous. On va bien voir ce que ça donne. On peut voir que, je pense à peu près juste avant la mi-course, on va entrer dans un circuit final où la bosse majeure du parcours sera effectuée à 10 reprises. Voilà, avec la dernière côte, je pense, à moins de 10 km de l'arrivée. Je ne sais pas si nous allons attaquer dans la dernière côte. On verra bien en fonction des différents faits de course. Je ne pense pas qu'une équipe puisse cadenasser la course. J'espère que les favoris ne vont pas se regarder comme dans les championnats nationaux où il y a seulement très peu de coureurs. Comme il n'y a pas de grosse formation, je crains que nous ne puissions pas partir dans l'échappée et donc que les favoris se regardent et que des coureurs un petit peu moins forts en profitent pour partir. Je vais essayer de... Mesdames, messieurs, bonjour et si bienvenue. possible, on va bien voir ce qu'on peut faire. Le peloton risque Donc de on est rouler parti fort. sur C'est sous un beau exactement soleil le même nombre que sur la course contre la montre. Donc j'ai quand même, je ne sais pas si une équipe va contrôler la course, voilà. Donc il laisse partir. Donc comme personne ne va vouloir relayer, on va un petit peu être obligé sur ce parcours d'être en tête de peloton et de régler le tempo. Il n'arrête pas d'avoir des attaques, mais on va tenter quand même de contrôler le peloton. Un coureur est parti à l'avant, il s'agit de Dobbs de la formation BMC. Est-ce la formation professionnelle ou la formation... Ah non, c'est la formation de développement, donc BMC Development Team, le petit Dobbs, l'américain. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais bon, on va bien voir. Il y a énormément d'attaques. J'essaie quand même de... Oh, putain, il n'y a pas d'avoir des attaques. Nous contrôlons le peloton avec George Bennett parce que nous n'avons pas d'équipier. Donc nous sommes bien obligés de contrôler ce peloton pour ne pas que Dobbs aille chercher le titre.
On peut voir quand même que le paysage de Nouvelle-Zélande est assez beau avec beaucoup de prairies et une architecture à l'anglaise. Nous pouvons voir que ce bâtiment est quand même assez beau. Et niveau vue d'hélicoptère, nous pouvons voir que c'est George Bennett qui étire ce peloton et que le paysage est quand même assez beau avec, on peut voir maintenant derrière les coureurs une petite rivière, une voiture, les voitures sont plutôt bien réparties, il y a 2 motos de course à l'avant, on passe devant des maisons, on peut voir que quand même il n'y a pas vraiment de village, de gros villages-villes en Nouvelle-Zélande très important dans ce coin, donc c'est vraiment des maisons qui sont réparties par-ci, par-là. On peut voir que grâce à George Bennett, le peloton ne perd pas trop de temps sur l'homme de tête de la BMC Development Team, qui a seulement 2 minutes 40 d'avance sur le peloton. En tout cas, les paysages sont assez beaux. On passe une nouvelle fois devant l'église. Je ne sais pas si c'est une église, mais je pense que c'est une église. Ah, pour une fois, nous traversons un petit village, mais vraiment de très peu de maisons. Mais en tout cas, les paysages sont assez beaux quand même dans ce pays qui se trouve en Océanie. On passe une nouvelle fois. Ah, d'accord, il y a 2 églises sur ce parcours. On voit une nouvelle fois la rivière derrière nous. Le parcours qui est quand même assez vallonné dans cette région en Nouvelle-Zélande. George Bennett qui à chaque fois se fait attaquer dans les bosses mais arrive à contenir les offensives de tous ses coureurs et du coup à reprendre la tête de ce peloton. J'espère que nous n'allons pas trop perdre d'endurance et ne pas trop nous fatiguer avant que nous atteignions le circuit final car nous sommes en tête de peloton et c'est nous qui effectuons la plupart du boulot depuis le début de cette course. Nous allons tout de suite aller chercher les bidons avec George Bennett. Bien sûr, quand nous allons chercher les bidons, personne ne roule. C'est vraiment dommage de voir ça. Mais bon, c'est la triste réalité des choses. Du coup, nous avons perdu 1 minute sur l'homme de tête. Mais bon, George Bennett revient en tête du peloton et réimpose un nouveau tempo. 2 coureurs sont lâchés à l'arrière. Nous allons voir qui sont ces 2 coureurs. Ce sont Lawson et Gunman. Je ne sais pas pourquoi ils se sont fait lâcher. Après, apparemment, une relance après une descente. D'accord. Nous allons bientôt rentrer dans le circuit final. Là, nous voyons que nous sommes sur une large route avec à gauche, je pense que c'est la mer. On va regarder ça tout de suite. Voilà, juste à notre gauche, c'est la mer. Je ne sais pas très bien où nous sommes, mais en tout cas, nous sommes en train de rentrer dans une petite ville. Donc, nous allons voir, vu de l'hélicoptère, l'entrée dans cette petite ville. Je ne sais pas trop où nous sommes. On va regarder. Donc, cette ville n'est autre que la carte. Donc nous sommes ici, je ne peux pas vraiment voir. Ah non, d'accord. Le nom des villes que nous traversons ne s'affiche pas, mais en tout cas, nous pouvons voir que nous arrivons dans une petite ville et que nous sommes plus dans les environs, donc dans un petit village. L'homme de tête possède toujours 2 minutes 40 d'avance sur le peloton. Cette petite ville est belle. On peut voir une cathédrale et plein de petites maisons. Les 2 mêmes coureurs que d'habitude qui se font lâcher, je pense, dans les descentes à cause des différentes relances proposées sur le parcours. En tout cas, le circuit final se passe dans une ville avec une petite bosse. Ce circuit est bien intéressant et je pense qu'on pourrait y faire des différences avec un bon petit décor en fond. Pas mal d'arbres présents sur le parcours, c'est bien. On voit quand même que cette petite ville est assez verte et qu'elle pense également à la santé de leurs habitants car les arbres peuvent du coup absorber le CO2 et permettre une meilleure hygiène de vie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de coureurs néo-zélandais qui vivent en Nouvelle-Zélande car la plupart des courses se font en Europe, mais en tout cas la Nouvelle-Zélande est vraiment un bon petit pays. On peut voir que l'homme de tête n'a plus que 2 minutes 15 d'avance sur le peloton où la vitesse est toujours réglée par George Bennett, le jeune coureur néo-zélandais de 27 ans de la formation Lotto NL Jumbo et je pense que nous allons bientôt aller chercher nos bidons avec George Bennett, les 2 mêmes coureurs qui à chaque fois se font lâcher sur des relances.
Je ne sais pas quand nous allons accélérer, mais je ne pense pas accélérer si loin de l'arrivée, car nous sommes encore à plus de 60, un petit peu moins maintenant, de 60 km de l'arrivée. En tout cas, il n'y a pas trop de vent sur le parcours, donc je ne pense pas que ça nous gêne. Au cas où un homme seul partirait, enfin nous ou quelqu'un d'autre, on verra bien ce qu'il y a une attaque. Ah, et on assiste à la chute de George Bennett avec 15 autres coureurs. Oh, attention, 3 coureurs sont partis devant. Il s'agit de Christie, Schaurer et Arbold. Attention, il va vite falloir revenir pour le groupe qui vient de tomber. Et tout de suite, George Bennett réimpose un tempo assez fort à l'avant du peloton. Vite, George Bennett va tenter de revenir sur les hommes qui sont partis à l'avant. Il faut tout de suite réagir pour le favori de l'épreuve, car 3 hommes dangereux sont partis à l'avant. Il y a présent 4 hommes devant le peloton et personne ne va m'aider à relayer. Donc il va absolument falloir rentrer de toute vitesse avec ce coureur. Il faut tout de suite aller chercher les bidons, oui, avec George Bennett. Et du coup, 4 coureurs sont partis à l'avant, également 8 coureurs en contre. Ouh là là, ça se passe très très mal là pour George Bennett. Très très mauvaise début de parcours. Il faut absolument revenir sur l'homme de tête. Putain, laissez-moi passer, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, c'est urgent les gens. Voilà, et on est revenu à l'avant du peloton. Nous allons réimposer un tempo calme et calmer les ardeurs des coureurs. Mais c'est vraiment très dommage. Nous avons perdu beaucoup d'énergie dans cette affaire. Nous sommes plus qu'à 3 tours de l'arrivée. Nous allons bien voir ce qui se passe. On va récupérer un petit peu dans les roues quand même. On va retourner, imposer un petit tempo. Après on va récupérer dans la roue. Et c'est l'attaque de Jack Bauer qui ne m'intéresse pas vraiment, hein, car je pense qu'il ne pourra pas tenir, et au pire dans les côtes on le rattrapera. D'autres coureurs de toute façon viennent m'aider. Il faut profiter des coéquipiers de circonstance, hein. Voilà, nous sommes revenus sur le coureur néo-zélandais de la formation australienne Orica Scott. Attaque de Bauer. Il va bientôt être repris par les autres néo-zélandais qui composent ce groupe, voilà. Et George Bennett, Jack Bauer est décidément intenable, il attaque de nouveau. En tout cas, George Bennett est pas mal placé, hein, à l'avant. Jack Bauer ne creuse pas vraiment. Il va bientôt, je pense, être repris par les autres coureurs qui composent ce groupe. Je pense que ça risque quand même d'être difficile de sortir avec George Bennett. Nous allons essayer dans la prochaine côte, hein, là, mais ça, je pense que ça risque d'être difficile. Attaquant solitaire en tête du peloton. Cette côte présente de redoutables pourcentages. C'est l'attaque de George Bennett et personne ne peut répondre à cette attaque. McCormick, impossible pour lui de réussir à suivre George Bennett, et George Bennett qui est parti. Ou attention, attention, c'est peut-être le tournant de cette étape. Seulement 14 coureurs qui sont partis derrière et George Bennett qui est parti. Patrick Bevin derrière qui prend un gros relais. Vont-ils réussir à revenir sur le jeune coureur néo-zélandais de la formation Lotto NL Jumbo? Attention à ne pas laisser prendre trop de temps à George Bennett, car il est dangereux quand même, le George. Et derrière, c'est Sam Bowley qui roule pour son leader Jack Bauer qui est intenable aujourd'hui. Vont-ils réussir à revenir sur le jeune néo-zélandais de la formation Lotto NL Jumbo? Rien n'est moins sûr. Les coureurs approchent de Patrick Bevin va-t-il réussir à effectuer la jonction? Et oui, la jonction est opérée par Patrick Bevin qui arrive à rattraper le jeune coureur néo-zélandais. Donc nous allons arriver une nouvelle fois dans cette bosse, hein. Donc non, je vais pas demander ça. Et c'est une nouvelle fois l'attaque de George Bennett qu'on va voir de l'hélicoptère. Très belle attaque du jeune coureur néo-zélandais. Personne ne répond, déjà 25 secondes de prix par le jeune coureur. Encore 5 km à parcourir. Où il est parti, il va être très dur à rattraper, je pense. Il a 20 secondes d'avance sur ses poursuivants les plus directs. Ouh là là, George Bennett est parti, il est en train de faire un sale coup à tous ses adversaires. Il est peut-être parti pour un doublé sur ses championnats nationaux. Va-t-il réussir à réaliser cette très belle performance?
Ouh là 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 là. Et George Bennett qui est en train de craquer. Oh là 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 là. Il est en train de payer les efforts qu'il avait fait un tour plus tôt. Et au final, c'est la victoire de Jack Bauer devant Sean Arbold et Dion Smith. Ah, donc très mal. C'est très mauvais pour George Bennett qui n'arrive même pas à accrocher un top 10, la 11e place. Bon, il a maîtrisé la course de A à Z, mais il n'arrive pas à s'imposer. C'est pas grave, nous avons fait le spectacle. Nous avons tenté de mettre du rythme à la course. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. On repart quand même de la Nouvelle-Zélande avec un titre. Nous ne sommes pas allés à ces championnats pour rien. J'en suis quand même heureux. Voilà, belle victoire de Jack Bauer. Et nous allons passer directement au résultat. Voilà, Bauer, vainqueur du jour. Bien joué à Jack Bauer. Et dommage à George Bennett. Mais bon, tu repars quand même de la Nouvelle-Zélande avec une belle performance en remportant le championnat de Nouvelle-Zélande du contre-la-montre. Donc, on a un objectif en approche avec un coureur. Donc, c'est pour Winans, George Bennett et Powless qui ont comme objectif de performer sur Paris-Nice. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pour l'instant que le 10 janvier. Donc ensuite, le directeur de l'équipe me demande de valider le calendrier de course que j'accepte et me demande de valider les objectifs sponsors. Donc je vais accepter également car tout ça je l'ai fait au début de la vidéo. Voilà, on peut voir que les coureurs sont en train d'augmenter leur forme, notamment Floris de Tir pendant ce stage au volcan de Teide. C'est bien car il faut qu'ils préparent pour certains leur entrée directe au Tour Down Under. Donc voilà, on va pouvoir regarder ce que le futur, la Véranda Williams Crelan annonçait que il renouvelait son partenariat avec ce sponsor jusqu'en 2019, donc c'est bien. La United Healthcare qui renouvelle jusqu'en 2019 également. La Uniero Trevigani Emus 1896 a annoncé que son sponsor ne prolongerait pas au-delà de l'année actuelle. C'est dommage, donc une équipe qui va sûrement changer de nom. Voilà, donc c'est terminé pour le stage au volcan Teide. Donc on peut voir qu'il y a eu une progression de la part de beaucoup de coureurs. Voilà. Donc il y a eu de bons trucs au volcan Teide. Ensuite, la Cols BDC Team qui annonçait renouveler son partenariat jusqu'en 2021. C'est très bien. Ensuite, on peut voir pour la négociation des objectifs que le budget pour l'année 2018 de notre formation est de 4 967 500 €, soit 413 000 € par mois, ce qui est pas du tout mal. On a pas mal de budget pour cette année. Le prochain objectif pour George Bennett et Paris-Nice, nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Nous allons nous rendre au Tour de l'Under que nous allons effectuer durant la prochaine vidéo. La Team Wiggins a annoncé qu'elle renouvelait son partenariat jusqu'en 2021. Nous pouvons également voir que Bertian Lindemann ne va pas très bien. Roubaix Lille Métropole a également annoncé qu'il prolongeait son partenariat jusqu'en 2021. Donc c'est pas mal pour cette petite équipe française. Voilà, nous sommes arrivés au Tour de l'Under. Donc 6 équipes ont demandé leur invitation à Paris-Nice. Donc les équipes candidates pour réussir à intégrer Paris-Nice cette année sont la Cofidis Solutions Crédit, la Delco Marseille Provence KTM, la Direct Energy, la Fortuné Oscaro, l'Israël Cycling Academy, la Vital Concept. Donc nous pouvons voir qu'il y a dans ces 6 équipes 5 équipes françaises et une équipe israélienne. Donc je ne sais pas, j'espère que sur ce Paris-Nice, ils ne privilégieront pas forcément seulement l'appartenance de ces équipes à la France et qu'ils feront un petit peu abstraction de ça. Je l'espère de tout cœur. Ensuite, nous pouvons voir que Tom Laser a un petit rhume qui persiste. C'est dommage. La Delta Cycling Rotterdam a annoncé prolonger son partenariat jusqu'en 2020. C'est pas mal pour cette petite équipe. Et c'est pareil pour la Baby Doom Cycling Team. La Nice Pro Cycling Team a annoncé prolonger jusqu'en 2021. C'est pas mal pour également cette petite équipe. Ensuite, nous pouvons voir qu'à la People Choice Classic, c'est Wout van Aert, le champion du monde de cyclocross, qui s'est imposé devant Christophe Laporte, le très bon sprinter de l'équipe Cofidis Solutions Crédit, et Jacob Maresco, le excellent sprinter italien de l'équipe Pouillet Trestina.
Voilà, très belle performance de Wout van Aert. Bertjan Lindemann est complètement rétabli, c'est pas mal. Tom Leather est toujours pas au mieux, voilà, on le voit. Le futur de la team Fixit a annoncé qu'elle ne prolongerait pas au-delà de l'année actuelle, c'est dommage. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau sponsor qui va arriver dans le vélo cette année. Et au niveau des invitations pour le Tour de France, 8 équipes sont candidates pour intégrer le Tour de France cette année. Ce sont Cofidis, Delco, Marseille Provence KTM, Direct Energy, Fortuné Oscaro, Israel Cycling Academy, Vital Concept. Donc 6 des mêmes équipes qui se proposent pour la Paris-Nice. Et la Wanty Groupe Gobert, la Williet Trestina. Seulement 4 équipes recevront une wildcard, donc une invitation pour ce Tour de France. Donc on va bien voir ce que ça donne, et j'espère que ce sera comme pour Paris-Nice, qu'ils ne privilégieront pas l'appartenance de certaines équipes à la France. Ensuite, on peut voir que voilà, le reste on l'a déjà vu. Donc on est autour d'un under. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette carrière manager avec la Lotto NL Jumbo. On fera tout le tour d'un under. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et à la prochaine. Ciao, ciao.